Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Allô? Allô à la maison qui a regardé cette vidéo produite par le Salon du Livre de Montréal 2020, pas près non plus, mais tu sais, en gros, dans le jus de la pandémie. Je suis Simon Lafrance, auteur, et je viens vous parler un peu de comment ça se passe quand tu veux faire une carrière comme auteur. Je suppose que si tu regardes cette vidéo à la maison, tu as entre 13, 14, 15, 16 ans peut-être. C'est pas quelque chose qui t'intéresse nécessairement. Un prof t'oblige à regarder ça. Es-tu en retenue, en récupération à l'école? Et je comprends absolument le désintérêt. Si tu veux t'ouvrir une petite fenêtre et regarder un truc qui t'intéresse là à côté sur YouTube, c'est bien parfait. J'en prendrai pas là, insulte. Je vais quand même te parler de comment est-ce que j'en suis venu à écrire parce que, vois-tu, c'est normal, hein, à ton âge, on se désintéresse un petit peu de l'écriture. Je te dirais, de mon expérience, là, jusqu'à 11, 12 ans, là, au primaire, les jeunes raffolent, on en mange, les parents achètent du livre. C'est sûr que tu arrives au secondaire, plein de nouveaux amis, puis justement, des nouvelles personnes, des garçons, des filles, tu veux te faire des amis, puis c'est pas ce qui va pogner le plus nécessairement. Pas vrai, c'est pas très sexy approcher un garçon, une fille au casier, puis lui dire que tu accordes tes participes passés ou que tu connais, tu sais, Jules Verne. Fait qu'on laisse la littérature, pas vrai, puis on s'en va faire du soccer, j'imagine. Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Mais donc, je te rassure, j'étais comme toi. Hein, puis quand mes bras me poussaient là, de façon inégale et asymétrique, avec des patchs de poils un peu partout dans le front, là, je me suis délaissé aussi de la lecture au secondaire parce qu'on t'oblige à lire. C'est pas toujours le fun, il y a des contraintes. On t'oblige à écrire beaucoup aussi. On t'a choisi les sujets qui sont supposés t'intéresser. C'est pas toujours le cas. Alors, on délaisse la littérature. Je te dirais que c'est par les contraintes que je suis revenu, par contre. Parce que moi, après l'école, j'ai été étudié à l'école de l'humour, par exemple, l'École nationale de l'humour, où je suis devenu scripteur en télévision, en radio, en théâtre, en tout ce que tu veux. Là, j'ai écrit beaucoup. Mais quand tu écris pour les autres, pas vrai, parce qu'un scripteur, c'est ça. Tu écris des choses, des mots, mais c'est pas toi qui vas les dire. Parce que l'école d'humour, pas vrai, t'as le volet pour humoristes, puis t'as le volet pour les auteurs qui prennent juste moins de douches. On les montre pas à la télévision, les autres, on fait juste comme écrire les mots, puis là, ben, on est payé, puis on s'en va avec ça. Mais tu écris pour d'autres, puis ça t'amène plein de contraintes, puis des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, et c'est super le fun, mais des fois, tu as envie de juste te laisser aller. Et c'est un peu ce qui m'a ramené vers le livre. Ça fait maintenant 5 ans. J'ai écrit, je crois, 6 romans. 6 romans, des recueils de nouvelles aussi, je t'en présente tantôt. Alors, j'aime beaucoup ça. Je te dirais, écoute, on a très peu de temps ensemble. Et il y a une romance associée avec l'écriture de livres. Hein. On pense là, à Allan Poe, on pense à Balzac, on s'imagine qu'écrire un livre, là, tu l'as ou tu l'as pas, tu t'assois sur un bar de fenêtre avec du jazz, puis il pleut, puis là tu fumes de l'opium, puis tout est en noir et blanc, puis c'est très romantique, l'idée qu'on a d'un écrivain. C'est pas beaucoup ça. Si je peux donner des mots-clés qui peuvent t'aider, puis des conseils que j'ai eus, qui ont fait que maintenant je suis capable d'en vivre, ben, c'est la diversité, pas vrai, puis c'est la discipline, comme n'importe quelle autre carrière, je te dirais. C'est-à-dire discipline au sens où, ben, tu sais, il faut apprendre à se connaître beaucoup. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir quand est-ce que tu es productif, il faut apprendre à savoir quand est-ce que tu sais que tu peux travailler, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Moi, je me suis découvert, là, et je n'étais pas matinal, j'aimais ça me lever à 10h, 11h, ou juste pas me lever pantoute, puis passer ma journée couchée là, à YouTuber, comme tout le monde, mais je me suis découvert un moment de productivité, c'est le matin, j'ai plus le choix, il faut que je me lève 6, 7, 8 heures, et de 9h à aller jusqu'à, je sais pas moi, 2h l'après-midi. Ce sont des blocs d'écriture. Il faut que j'écrive mon 1000, 2000 mots à chaque jour. Sinon, ben, je sais que les projets avanceront pas. C'est plus tard en journée que je vais faire tout ce qui est courriel, paperasse, etc. Alors, la discipline est vraiment la clé là-dedans parce que t'es travailleur autonome.
T'es entrepreneur. Être un auteur, c'est être un entrepreneur. Tu n'as pas de patron, à part tes éditeurs et tes correcteurs qui te disent que tu fais des fautes, mais tu n'as pas de patron. Il faut que tu te motives toi-même à te lever et que tu mettes tes propres standards, tes propres objectifs et que tu les remplisses. Sinon, ben, ça se fera pas. Et c'est facile, on s'en souvient. Regarde, moi-même hier, j'ai menti à mon éditeur. Là, il veut un texte le 1er novembre, il ne l'aura pas. Si tu regardes ça, Marie-Pascale, tu n'auras pas ton texte. Mais tu ne peux pas toujours non plus repousser et mentir. À un certain moment donné, tu as du capital de sympathie. Puis ça, ben, c'est comme de la monnaie invisible. Puis maintenant, tu n'en as plus. Fait que là, il faut vraiment que tu accouches de ton texte. Alors, de rester, oui, la caméra, de rester le plus discipliné possible parce que tu es tout seul, tu n'as pas le choix. Et ça, même quand ça ne fonctionne pas. D'avoir une boîte à trucs pour quand ça ne fonctionne pas, d'avoir une petite enveloppe avec, je sais pas moi, des petits cartons qui te disent, ben écoute, là, ça ne fonctionne pas, pige un carton, va faire ta vaisselle, va promener le chien ou change de pièce, va dans le salon, va dans un café pour écrire ou es-tu à l'ordinateur, ça bloque. Pas vrai. Alors, laisse faire l'ordinateur. Peut-être que tu trouves pas le ton pour écrire parce que tu penses à tes virgules puis tout ça. Prends un bloc-notes puis écris à la main pour la prochaine demi-heure. Mets-toi un timer puis un chronomètre et vas-y à la main. Essaye différentes approches. Puis c'est de s'auto-stimuler comme ça beaucoup qui va finir par débloquer. Je te dirais que du côté de la diversité, c'est pas tout le monde qui a c'est une loterie, tu sais. Tu aurais beau mettre 5 000 $ en pub là, pour un livre, là, c'est du bouche à l'oreille. C'est pas les meilleurs livres qui vont vendre le plus, c'est pas les pires livres qui vont vendre le moins. Il y a beaucoup de hasard là-dedans, ça dépend d'un paquet de facteurs qui fait qu'un livre va décoller ou pas. Alors d'attendre là, le gros lot, d'attendre que ton livre fasse 2, 3, 4, 5 000 ventes, pas vrai. Un best-seller au Québec, c'est 3 000. Pour avoir le bandeau rouge qui dit best-seller, là, c'est 3000 livres. Tu fais seulement 10% sur le prix d'un livre. Un auteur ramasse seulement 10% du cachet. Un livre, c'est quoi? C'est une vingtaine de piastres en moyenne. Fait que tu fais en moyenne 2 piastres. Mettons que tu fais ton best-seller, t'as quoi, 6 000? C'est pas assez pour manger, c'est pas assez pour te nourrir, pour te loger. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que, tu sais, comme n'importe quelle compagnie, moi, je suis Windex, je vends du push-push bleu pour les vitres, il faut que je diversifie mon offre. Puis que je pense, puis j'invente plusieurs produits complémentaires, tout ça pour aller avec. Tu as un livre, un des conseils qu'on m'a donné, puis tu connais peut-être Tristan Demers, là, il fait des bricolages, la Radio-Can, justement, en plus de ses livres, comprenez-vous. Il m'a dit, quand je l'ai rencontré, Tristan, il y a 4 ans, ton livre, c'est une locomotive. Il faut que tu mettes des wagons après ça au bout pour que ça te fasse un train, puis une carrière, puis une espèce d'éventail de revenus. Alors, un livre pour Tristan, puis il m'a expliqué ça, j'avais juste un livre encore, tu sais. Il m'a dit, il faut que c'est juste une carte de visite pour te remettre de l'avant, rejustifier en fait que tu te fasses inviter au Salon du Livre, comme aujourd'hui, mais aussi en école, d'aller visiter les jeunes dans les classes de français, d'aller faire le tour du Québec avec des ateliers ou donner des cours même. J'ai eu la chance de me faire offrir, donner des cours de littérature, d'écriture dans les écoles où moi-même j'avais étudié avant. Alors, c'est comme ça qu'on finit, je vous dirais, par diversifier un portefeuille, un revenu, puis être capable d'en vivre directement, mais aussi indirectement de ta créativité, de tes livres. Mais pour ça, il faut s'ouvrir à ça. Quelqu'un qui se dit, je vais écrire un polar, je vais écrire le prochain inspecteur. C'est quoi le nom d'inspecteur? On a Colombo, qu'on a sinon? On a... je connais plus mes littératures, mais on a un fan, quelqu'un qui veut faire un polar puis qui dit le prochain roi du polar et n'écrire que ça. Ça se peut que tu réussisses pas. Ça se peut que tu aies besoin de faire autre chose à côté parce que ça va dépendre de ton lectorat. Et la meilleure façon d'y arriver, donc, c'est d'accepter de dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Écrire vraiment cette histoire-là, ce personnage-là, puis en faire 8 livres, ou c'est juste d'écrire des livres puis pouvoir en manger. Fait que dans ce cas-ci, est-ce que d'autres types de livres qui t'intéresseraient, d'autres types d'histoires, d'autres genres à découvrir? La science-fiction, pourquoi pas? Juste une comédie, une histoire d'amour, essaie puis diversifie. Puis ça va te permettre donc écoute, si un lectorat est un peu moins frivole par une période parce que, il y a des modes qui passent, tu vas pouvoir aller piocher ailleurs puis t'assurer d'avoir toujours une entrée de lecteurs puis d'argent puis ça va toujours brasser, t'sais. Fait que, donc, de se diversifier. Un autre conseil qu'on m'a donné, combien de temps est-ce qu'il me reste? Je vais dire qu'il me reste 20 minutes, 10, 15, on va dire 15. Un autre conseil qu'on m'a donné,
J'étais dans les cadets, j'avais 14, 15 ans, 13. Secondaire 1 et 2, j'ai fait les cadets. Fait que j'étais plus jeune, j'avais 13 ans, 12, 13 ans. Un général nous a dit pendant le scheme, un scheme, c'est une activité physique là, de survie, tu manges des racines dehors. Il nous a dit, tu sais, là, pas maintenant parce qu'on est dans la terre, mais un conseil dans la vie, lavez-vous, sentez bon, ayez des amis. Ce qui n'est pas toujours le cas à 13-14 ans. On est dans une espèce de phase où on change beaucoup notre corps. Les garçons, surtout, c'est très long. Le changement, alors on se referme dans une espèce de cocon là, de poils, de pisse, de sueur, puis c'est long avant qu'on en émerge, tu sais. Mais il nous a dit, lavez-vous, ayez des amis. En contrepartie, mon père me disait, tu sais, va vers les gens, attends pas qu'on t'appelle. Fait que c'est de faire, tu sais, être auteur, c'est aussi d'être un bon vendeur. De prendre le téléphone, puis prendre puis d'appeler, ou de prendre les courriels, d'envoyer un courriel, puis de proposer des projets, proposer des partenariats, puis proposer des meetings, aller vers les gens, ne pas attendre là, que le téléphone sonne, puis de tout de suite te lancer pour essayer de mettre ton nom, là, de faire sortir ton nom, puis tu es capable de travailler. Fait que ça a été un long apprentissage parce que c'est ça, t'as la perception de ce que c'est qu'être un auteur, puis l'espèce de romance qui va avec, puis moi, ben, qui a un certain problème, puis je sais pas si vous vous en rendez compte quand je parle, tu as un certain problème d'élocution, puis tu te dis, ben c'est parfait, je vais aller écrire, j'aurais pu à parler à personne, j'aurais pu à m'ouvrir comme ça, je vais juste envoyer mes textes dans le vortex là, de la culture, puis je vais juste comme pouvoir être de mon côté, dans mon petit coin d'ombre. Non, pour être un auteur, il faut être un comptable, il faut être un vendeur, il faut être un agent de représentation, il faut toi-même te représenter, puis éventuellement, tu auras ton agent, ton gérant, puis tout ça, puis tu as des éditeurs, puis tu as plein de gens qui vont parler pour toi aussi, puis essayer de te pousser, parce que quand une personne de l'équipe a du succès, tout le monde a du succès. Mais pour ça, pour aller chercher cette équipe-là, il faut d'abord que tu fasses le travail toi-même. Fait que de ne pas attendre que l'ami t'appelle, puis prends le téléphone, puis appelle toi-même. Et ça veut dire, ben, même si tu passes ta journée, comprends-tu, chez vous à écrire en bobette, puis à pas te raser, pas te prendre de douche, ben parfait. Mais tu sais, l'après-midi, le soir, tu sais, un petit coup de parfum, un petit coup de peigne, puis tu sais, faut que tu sortes, va faire les 5 à 7. Puis j'essaie de te présenter ça de façon à ce que ce soit le plus universel possible. Je veux dire, si tu veux faire du Windex, tu vas être le prochain mania du Windex, vas-y, mais ça va être pas mal les mêmes règles qui vont s'appliquer. Fait que d'être auteur, c'est un peu ça. Cette année, vois-tu, je te dirais que les 2 projets que je pousse, que j'ai sortis, puis je suis super fier de ça, ça a été des collaborations. Je sais pas si on les voit à l'écran, je vais peut-être les prendre comme ça. J'ai ça qui est sorti aujourd'hui même ou hier. Oups, mauvaise fenêtre. Cette histoire, cette erreur avec des collègues, Antoine Charbonneau de Mers, Patrick Sénécal, Hugo Meunier, qui est journaliste chez Urbania. Patrick Sénécal, qui était un idole à moi, comprenez-vous, quand j'étais tout jeune. Et ce qu'il y a de beau avec le milieu littéraire, contrairement à d'autres milieux culturels dans lesquels j'ai travaillé un peu avant, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est une belle fratrie, c'est une grande famille. Je me souviens un souvenir de mon premier salon du livre, une table ronde avec des questions, tout ça sur le polar, puis le noir, puis la littérature de genre. J'étais avec Patrick Sénécal, que je connaissais pas. Je vais aux toilettes avant parce que je suis nerveux, puis tu sais, des fois, l'urinoir, tu sais ce que c'est, hein? Tu pisses, ça revole partout. Fait que j'étais couvert de pisse, puis je vais m'asseoir à côté de mon héros de jeunesse, comprends-tu? Puis j'étais bien nerveux, mais tout le long de l'entrevue, tu sais, on m'a parlé, puis on m'a écouté comme si j'avais moi aussi écrit 20 livres, 20 best-sellers, puis 3 films. Alors, je me suis tout de suite senti, je te dirais, là, accepté puis apprécié. Puis il n'y a jamais personne qui m'a mis de pression, tu sais, pour que je vende plus de livres, ou pour que je vende tel type de livre, ou pour que, tu sais, tu as écrit un livre, t'es fin, tu sens bon, on t'aime, c'est tout ce que tu as besoin de savoir puis d'avoir, tu sais, pour te faire accepter dans la grande famille de la littérature. Fait que je te dirais que c'est beaucoup ça aussi qui m'a convaincu de m'investir là-dedans puis de délaisser un peu mes autres formes d'écriture que j'avais initialement commencé. Parce que, tu sais, l'important, c'est ça, c'est d'être bien dans ce que tu fais, d'être bien avec les gens avec qui tu le fais, puis ben si tu es heureux, ben tu vas faire du bon travail. Si tu fais du bon travail, éventuellement, tu sais, l'argent va venir aussi, là. Fait que ça semble infaisable, ça semble hors d'atteinte, on dirait que c'est une loterie puis que c'est pas tout le monde qui peut. T'sais, on vous fait peur, souvent on vous dit, les auteurs, il y en a 3 qui vivent de ça au Québec. Oui, qui vivent genre d'un livre puis qui vont en vendre 30 000 peut-être, mais il y a d'autres façons de vivre de sa plume. Si t'es game de prendre ta plume puis de aussi travailler à
des ateliers, animation, des cours, puis tout ça, puis un paquet de types de livres différents. Il y a toujours moyen de réussir à faire ce que tu fais si tu aimes ça, puis si tu te forces et que tu te laves. J'ai-tu dit ça assez souvent qu'il fallait se laver puis sentir bon? C'est pas mal le cœur de mon expérience. Se laver, sentir bon. C'est ce que tu as à retenir, garçon de 14 ans. Je peux-tu t'appeler François? François à la maison. Lave-toi, sens bon, puis force-toi. Puis force-toi dans ce que t'aimes beaucoup, puis assez dans ce que t'aimes moins. Voilà. Est-ce que je suis prêt pour prendre les questions? Je peux prendre les questions? Parce que j'ai reçu des questions d'école, des élèves à l'école qui m'ont envoyé des questions, et je vais essayer d'y répondre. 4 questions. La première, pourquoi avez-vous choisi la science-fiction? Pourquoi avez-vous choisi la science-fiction comme type d'écriture? Ben, j'en parle depuis tantôt. J'ai choisi la science-fiction parce que c'est un genre que j'apprécie beaucoup, bien sûr. J'avais envie de l'essayer, mais c'est pas mon genre de prédilection, mais c'est un genre que je trouve super intéressant parce qu'une histoire, c'est quoi? C'est toujours qu'importe le genre dans lequel tu écris, hein? Quand je parle de se diversifier, c'est ça, il y a quand même des lois universelles. Et qu'importe le genre dans lequel tu écris, une histoire, c'est un héros qui doit apprendre à travers l'adversité. On plonge le héros dans un monde qu'il ne connaît pas et qui va devoir le confronter dans ce qu'il connaît, puis qui va devoir l'amener à changer pour s'améliorer puis évoluer. T'sais. Alors la science-fiction, c'est un peu ça. Tu pars dans une machine à voyager dans le temps, ou tu pars dans une autre dimension, ou tu découvres une autre technologie. Ton monde change de façon drastique. Très vite. Alors, il y a une espèce d'évidence là, qui se crée que tu n'as pas le choix de changer avec le monde pour te réussir. Je trouve ça le fun au niveau de l'adversité et des défis que ça impose à un personnage. Alors, c'est pour ça que je me suis tourné vers la science-fiction. Est-ce que vous inspirez des personnes que vous connaissez pour créer vos personnages? Oui, on s'inspire toujours un peu de soi-même. Je dirais que de façon plus précise dans ma série pour Jeune Prochain Arrêt que vous pouvez trouver en librairie, série de science-fiction. Donc, on a un personnage qui s'appelle le Gros Jocelyn, qui est un intimidateur, qui est mon intimidateur quand j'étais petit. Un gros gars là, chauve qui mange des Michelinas gelés là, au dîner puis qui s'est percé lui-même le sourcil quand il avait 10-11 ans. Puis un gars qui allait te donner un coup de poing dans l'estomac là, parce que tu le regardais de travers. Ça, c'est mon Gros Jocelyn. J'avais envie de... Je sais pas ce qu'il est devenu, mais j'avais envie d'y écrire une vie. J'avais envie d'y écrire une rédemption puis d'amener mon Gros Jocelyn à grandir puis à faire confiance aux gens. Qu'elle n'allait pas nécessairement, tout le monde n'était pas là pour le blesser, puis à peut-être s'ouvrir, puis à nous faire découvrir ce qu'il avait à offrir au fond de son cœur de Michelinas. Fait que j'ai écrit le Gros Jocelyn là, tel quel, je ne l'ai pas changé du tout. Si Jocelyn, tu m'as lu, c'est bien toi. Je pense pas que tu as lu, par contre. Mais j'espère, je souhaite, je te le souhaite. J'espère que tu vas bien, Jocelyn. Fait que ça, c'est la question numéro 2. Après Prochain Arrêt, comptez-vous publier une autre série? J'ai une série sur laquelle je travaille qui n'a pas de titre encore, mais c'est une espèce de journal adolescent qui s'inspire beaucoup. J'avais envie de parler de mon chien. J'ai adopté un gros chien brisé, cassé, un gros pitbull méchant qui avait besoin là, de beaucoup d'amour là, pour y apprendre à pas péter des nerfs, là, puis à pas s'énerver, puis à pas avoir peur des gens. C'est un chien qui a été maltraité beaucoup dans sa première année de sa vie. Puis là, ben, quand tu as peur de tout, quand tu es un chien, un animal, hein, c'est l'espèce de fight or flight en anglais. Tu vas t'enfuir où tu vas aller pour des fois mordre, juste pincer, juste voir si c'est sécuritaire. Fait que ça peut être très dangereux. C'est un gros chien musclé. Fait que ça m'a permis c'est une expérience assez particulière parce que t'as pas le choix pour qu'un chien te respecte hein, de te faire respecter. Il faut que tu imposes, il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois convaincant, puis c'est ça, faut que tu le traites de la bonne façon, puis lui va te le remettre aussi en échange. Fait que de voir ce chien-là grandir, puis de voir comment est-ce que moi j'ai grandi à travers l'éducation, puis ce que j'ai appris avec lui, j'avais envie d'explorer ça. Fait que j'ai un petit garçon de 14-15 ans là, qui se retrouve avec ce chien-là, puis qui va devoir, là, qui va, j'espère, apprendre à ne plus courber les chines, à ne plus se faire piler sur les pieds, puis à devoir se raffirmer un peu, puis mettre son pied à terre. Donc, avec le chien d'abord, mais aussi après ça à la maison, à l'école, puis voir comment ça va le permettre de s'épanouir, ce beau gros chien-là.
Avez-vous toujours aimé écrire, même lorsque vous étiez au secondaire? Je n'ai parlé tantôt, j'ai pas toujours aimé écrire. Il y a des temps, oui, puis à un moment donné, ben, comme tout le monde, t'as envie d'aller jouer au PlayStation. Fait que non, j'ai pas toujours aimé écrire, mais c'est toujours resté là. J'ai toujours aimé la créativité, j'ai toujours aimé la liberté, c'est sûr. Et il n'y a pas, il y a pas plusieurs, il y a pas d'autres formes plus libératrices, qui permettent autant de liberté à la création que l'écriture d'un roman. C'est une page blanche, puis tu te lances. Il y a des règles à suivre en théorie, mais tu sais, tu peux pas mal faire ce que tu veux. Fait que, ouais. J'ai toujours aimé ce que implique l'écriture. Puis c'est ça. Fait que je risque d'écrire encore longtemps. Pas toujours des livres, peut-être, parce que je vais retourner explorer d'autres formes d'écriture. Le cinéma, que j'ai pas encore touché, j'adorerais ça. Mais l'écriture et la créativité, la liberté de créer va toujours être au cœur de ce que je fais, parce que autrement, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Fait que, oups, mauvaise fenêtre, un recueil plein d'auteurs, plein d'erreurs. Super cocasse, mais aussi assez trash. Je pense à Patrick Isabelle, là, Patrick Sénécal, les deux ont écrit des histoires un peu plus saugrenues. Sinon, autre nouveauté, encore une fois, un collectif, parce que écrire, c'est un travail solitaire, mais c'est le fun de s'entourer de gens de talent qui sont inspirants aussi. Les nouveaux mystères à l'école, ça, vous les connaissez. Le premier recueil l'an passé, sorti, je pense, ou le 2 ans, vous l'avez à l'école, dans vos classes. Et bien, il y en a 15 15 nouvelles qui sont sorties cette année, j'en fais partie, entouré de Samuel Larochelle, Richard Mignot, Marie Spagé et un paquet d'autres auteurs là, qui vous ont pensé des petites histoires, encore une fois, cocasses, mais des petits mystères à résoudre. Puis la mienne, encore, là, je me suis lancé dans la science-fiction, je me suis vraiment amusé avec ça. Si vous avez aimé des trucs des années 90, vous connaissez pas ça, vous avez 14 ans, mais un gros film dont j'étais bien fan, Being John Malkovich. Je me suis inspiré de ça pour faire ma propre version. Ça s'appelle Directeur d'un jour, donc les nouveaux mystères à l'école. Allez essayer ça. J'étais Simon Lafrance et j'ai acheté mes chemises chez Urban Outfitters. Merci.